Chers collègues, le 16 février dernier, le décès à l'âge de 47 ans de l'avocat et activiste politique russe Alexei Navalny dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe a provoqué une onde de choc mondiale. Après les assassinats très publics en plein cœur de Moscou, d'Anna Politkovskaya, journaliste et militante des droits humains, dans l'ascenseur de son immeuble, et de Boris Nemtsov, ancien député premier ministre, en pleine rue, à proximité de la Place Rouge, cette fois-ci, le régime de Poutine a choisi d'éliminer un opposant devenu trop célèbre dans le secret d'une prison très éloignée de Moscou. Quel que soit le moyen choisi, assassinat, chute malheureuse du haut d'un édifice, écrasement d'avion, empoisonnement ou mort en prison, le message du régime du président Poutine est toujours le même à ceux qui voudraient le contester. Jouez avec nous ou mourrez. La citation qu'on attribue à Staline semble de plus en plus convenir au président Poutine. Staline avait dit, je cite, « La mort résout tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. » Fin de la citation. La lutte de Navalny pour la démocratie a débuté avec des manifestations à l'hiver 2011-2012 qui ont donné lieu à la création de la Fondation anticorruption, ce qui lui vaudra ses premières années de prison. En juillet 2013, le système judiciaire russe le condamne à 5 ans de camp pour un détournement d'argent, allégué détournement d'argent, peine dont il obtient un sursis en appel, même de juges qui sont enclins à faire ce que le régime demande. En 2018, alors qu'il tente d'être candidat à l'élection présidentielle, la commission électorale le déclare inéligible en raison de ses précédentes condamnations criminelles. En effet, pour le système russe, il avait été jugé et condamné pour des crimes. En 2020, il est victime d'un empoisonnement, le plongeant dans le coma et l'obligeant à des mois de traitement et de rééducation en Allemagne. Il savait, lorsqu'il est retourné en Russie le 17 janvier 2021, après sa longue convalescence, qu'il risquait à nouveau la prison. Et c'est ce qui s'est passé. Il est arrêté dès sa descente de l'avion. Le 2 février 2021, le système judiciaire russe transforme une peine précédente de sursis en prison ferme. Il est alors envoyé dans une colonie pénitentiaire pour 2 ans et demi. Sa fondation est dissoute pour extrémisme. Puis Navalny est inscrit sur la liste des terroristes et extrémistes par le régime. Le système n'y va pas de main morte avec les dissidents. En mars 2022, il est condamné à 9 ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrat. Enfin, en août 2023, il est de nouveau jugé coupable pour extrémisme et écope cette fois-ci d'une peine de 19 ans de prison. Il est ensuite transféré depuis sa prison de l'est de Moscou vers une colonie pénitentiaire de Sibérie, autrement dit, mis aux oubliettes. Mais cela ne l'empêche pas d'être vu en Russie et dans le monde comme un combattant pour la démocratie qui tient toujours tête au président Poutine. Le 16 février 2024, à quelques semaines des élections présidentielles russes, les autorités pénitentiaires annoncent son décès. Même si 2 mois ont passé depuis sa mort, les circonstances de son décès demeurent toujours floues et inconnues. Mais pour sa veuve, Yulia Navalnaya, il s'agit d'un assassinat ordonné par Poutine pour faire disparaître son plus grand opposant et critique. Elle a déclaré devant le Parlement européen le 28 février dernier, et je cite, « Poutine a tué mon mari. Sur ses ordres, Alexei a été torturé pendant 3 ans. Il est mort de faim dans une minuscule cellule de pierre coupée du monde extérieur. Et puis, ils l'ont tué. Même après cela,
Ils ont abusé de son corps et de sa mère. Son épouse, qui est maintenant veuve, a reçu des menaces de la part des médias russes. Ils lui ont dit qu'elle serait emprisonnée à son retour. Les funérailles de Navalny ont dû être organisées par sa mère, Lyudmila Navalnaya. Les autorités russes ont tenté de la contraindre à organiser des funérailles privées et secrètes, menaçant même de laisser le corps de Navalny se décomposer si elle refusait. Son corps a finalement été rendu à sa mère le 24 février 2024, 8 jours après sa mort. Pour sa mère et les personnes qui l'aidaient, il était difficile de trouver un lieu pour les funérailles par crainte de représailles de la part des autorités. Donc, pour les autorités, il n'y avait aucun foyer funéraire ni église disponible pour les funérailles privées. Le 27 février 2024, Vassili Dubkov, avocat de Navalny, a été brièvement détenu à Moscou pour avoir atteint l'ordre public dans le cadre des mesures de répression prises par les autorités russes à l'encontre de l'équipe juridique de Navalny et de la Fondation anticorruption. Enfin, la cérémonie d'adieu de Navalny s'est tenue dans son quartier natal de Marino, dans la banlieue de Moscou, le 1er mars 2024. Des milliers de personnes y ont assisté malgré une forte présence policière et les craintes de représailles auxquelles beaucoup sont susceptibles d'être exposés. Comme nous le savons tous, les dernières élections présidentielles ont eu lieu en Russie du 15 au 17 mars 2024. Il est important de noter que le vote est obligatoire et qu'il s'est déroulé en grande partie par voie électronique. En parlant des élections russes, notre ministère des Affaires a dit ceci. Non démocratique qui n'est pas conforme aux normes internationales. Les irrégularités comprennent une procédure de nomination partiale et excluante, l'abus de ressources publiques en faveur de la candidature de Vladimir Poutine, une couverture médiatique extrêmement déséquilibrée, l'absence de débat public sur les questions politiques et l'absence de garantie de secret dans le vote électronique. Le système a été conçu de manière à avantager le candidat choisi et à priver les électeurs d'un choix réel bien avant le début du scrutin. Fin de la citation. Secretary of State for... Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit ceci, je cite. Les dernières élections présidentielles russes ont eu lieu dans un environnement de répression intense, des voix indépendantes et d'emprisonnement et d'exil de tous les opposants politiques raisonnables. Ils ont marginalisé les groupes qui demandaient des processus démocratiques et qui demandaient le respect de la règle de droit. Et cela comprenait aussi les observateurs électoraux. Les Russes ont aussi créé un registre des candidats anti-guerre et ont utilisé des prétextes techniques pour ne pas inviter les membres de l'Organisation de la coopération européenne pour observer l'élection. Aucune organisation crédible internationale n'a été invitée à observer le scrutin. Cela démontre à quel point le Kremlin a nié à ses citoyens un processus démocratique significatif. C'est sur cet environnement que l'élection a eu lieu et n'est pas considérée comme démocratique. Despite all of that, malgré tout cela, Vladimir Poutine a remporté 88% seulement du vote. En d'autres mots, malgré les craintes instaurées par le régime et malgré le fait qu'il n'y avait pas d'opposants et malgré le vote électronique auquel on ne peut pas faire confiance, au moins 12% des Russes ont osé voter contre Poutine. Que devrions-nous faire ici au Canada? Je vais citer encore une fois la réponse
de la veuve de Navalny dans un discours devant le Parlement européen. Elle a dit ceci: « On ne peut pas blesser Poutine avec une autre résolution ou un autre jeu de sanctions qui ne diffère pas des sanctions précédentes. On ne peut pas causer sa défaite en faisant semblant qu'il a des principes et des règles. » Alexei, lui, l'avait compris depuis longtemps. Ici, on n'a pas affaire à un politicien, mais à un bandit. Nous tous devons lutter contre ce bandit et sa gang. Il faut utiliser les mêmes méthodes qu'on utilise pour lutter contre le crime organisé et pas de simples pétitions. Donc, pas de notes diplomatiques, mais plutôt des enquêtes sur les machinations financières. Il faut rechercher les associés mafieux et les avocats et financiers qui aident Poutine et ses amis à cacher de l'argent. Fin de citation. C'est un message qui ressemble à celui que notre collègue, la sénatrice Omidvar, qui a longtemps défendu le renforcement de la loi Magnitsky, avait demandé pour demander la confiscation et la saisie des biens de Poutine et ses alliés au Canada. Pour citer l'honorable Erwin Cutler, Bill Browder est la personne responsable des lois Magnitsky partout au monde, et leur collègue Brendan Silver du Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne à Montréal, dans un article publié ensemble le 13 mars 2024, je cite, « Le Canada devrait encourager ses alliés à confisquer les biens saisis qui se situent dans les réserves centrales de la Russie. Et il faudrait aussi qu'il y ait des sanctions à la suite d'emprisonnements arbitraires de la Russie. Ces biens pourraient servir à appuyer les dissidents et leurs familles comme Kara-Murza, ainsi qu'aux victimes de la guerre d'agression russe en Ukraine. » Fin de citation. En terminant, je veux rendre hommage à Navalny, mais aussi à tous les autres opposants, célèbres ou anonymes, qui continuent de résister à la tyrannie en Russie. Je pense bien sûr à Vladimir Kara-Murza, à qui notre Parlement a accordé, comme le mentionnait la sénatrice Omidvar, la citoyenneté canadienne honoraire, qui purge actuellement une peine de 25 ans de prison. Je pense aussi aux autres prisonniers politiques, qui seraient au moins 1 millier, selon l'ONG OVD Info, une organisation russe de surveillance des droits de la personne. À tous ceux-là qui bravent le régime de Poutine et qui s'exposent à la mort et à la détention, je dis, nous vous suivons des yeux. Nous sommes là, nous savons ce que vous faites, ne lâchez pas. Et on ne vous oubliera pas. Vous n'êtes pas oubliettes, vous êtes dans un combat pour la démocratie. Collègues, merci de votre attention.